Chers camarades, bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes ce soir réunis pour cette formation GRS sur le féminisme qui sera assurée par notre camarade Chloé Péta. Nous allons très rapidement commencer. Et ben, je démarre. Alors, c'est une formation dont l'objectif est de balayer un peu l'histoire du féminisme dans les grandes lignes jusqu'à enfin, ouais, les premières théories autour de l'égalité femmes-hommes, les premiers écrits de femmes et d'en arriver jusqu'à aujourd'hui et finalement les dernières actualités et les derniers défis, enfin, en tout cas, les défis futurs, selon moi. Donc, on pourra en débattre si vous avez une autre idée. C'est pas une formation qui sera exhaustive. Par exemple, j'ai pas pu rajouter toute une partie, notamment sur les femmes peut-être méconnues dans le domaine scientifique, ce genre de sujet. Mais pour la prochaine fois, ce sera une formation enrichie avec des éléments un petit peu plus, voilà, de figures de femmes, mais dans d'autres domaines que simplement les théories féministes, parce que je trouve ça assez important. Et j'ai aussi inséré des théories de féministes que j'aimais bien, ou en tout cas qui étaient selon moi intéressantes. Donc n'hésitez pas s'il y a des questions à la fin ou des compléments, voilà, à me le dire, comme ça on pourra en discuter. Alors, déjà, on va commencer par ouais, la naissance et les débuts du féminisme. Déjà, je trouvais ça intéressant de définir ce qu'était le féminisme. Donc, j'ai pris la définition du Larousse, donc, qui caractérise le féminisme comme un courant de pensée, un mouvement politique, social et culturel en faveur de l'égalité entre les hommes et les femmes. Et ce mot a été utilisé pour la première fois par Alexandre Dumas fils dans l'ouvrage L'Homme-Femme, mais il a vraiment pris son sens actuel, plutôt quand Hubertine Auclair en a parlé quelques années après. Je ne sais plus la date en tête, mais je l'ai retrouvée certainement dans mes notes au fil de la présentation. Les premières revendications féministes, entre guillemets féministes, hein, parce que c'était pas des figures qui se revendiquaient comme des féministes à l'époque, mais qui ont posé des premières idées sur l'égalité entre les femmes et les hommes. Donc, il y a notamment Christine de Pisan qui est assez connue, qui a écrit La Cité des Dames au XVe siècle, justement pour enfin, aborder ces sujets, les préjugés misogynes de l'époque. Il y a aussi la figure de Marie de Gournay, qui elle a sorti enfin, a publié un traité autour de l'égalité des hommes et des femmes. Il y a Marie Astel aussi, enfin, qui est plutôt une figure anglaise, qui elle militait plutôt pour l'éducation des filles. Donc finalement, c'est des premières idées, des premières femmes qui commencent à évoquer ces sujets-là, mais sans que ce soit vraiment un mouvement ou des revendications centralisées. Puis à l'époque, on a quand même des points de vue qui sont assez hostiles, les points de vue masculins qui sont quand même assez hostiles à l'intervention des femmes et à l'évolution du rôle des femmes, que ce soit en politique ou au sein de la famille. Donc c'est vrai que bon, c'était un cadre assez différent de celui qu'on peut connaître aujourd'hui. Euh, Puis vient le siècle des Lumières et la Révolution française. Alors je fais quand même des sauts, hein, vous m'excuserez, mais c'est vrai qu'il n'y a pas énormément d'actualité autour de l'égalité femmes-hommes à cette époque-là. Et j'ai essayé de vulgariser aussi un maximum. Euh, donc là, avec le siècle des Lumières, donc c'est vrai que qui est quand même focalisé autour des idées d'égalité, la lutte pour les droits, etc. Donc même si les femmes en restent exclues, il y a quand même des femmes qui militent un petit peu, et qui font émerger les idéaux féministes et surtout qui prônent du coup l'intervention des femmes dans la cité, en politique, etc. Donc il y a notamment Olympe de Gouges, mais que vous connaissez tous très certainement, qui a publié la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, donc en rebond à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Donc là, effectivement, elle essaye de replacer un petit peu les femmes dans le débat. Bon, elle est aussi au passage guillotinée pour ses idées en 1793. Il y a d'autres figures assez connues, hein, dont des hommes aussi.
par exemple, Condorcet, qui écrivent et qui militent pour l'égalité entre les femmes et les hommes. Il y a Mary Wollstonecraft, qui est plutôt une figure anglaise aussi, qui avait publié un ouvrage à l'époque sur les sujets, dont je ne prononcerai pas le nom de l'ouvrage, parce que mon accent anglais, je pense, voilà, n'est pas terrible, donc je vous épargnerai ça. Il y a aussi Friedrich Engels qui parle de ces sujets-là dans L'origine de la famille, de la propriété privée et de l'État, donc qui analyse plutôt, enfin, très brièvement, voilà, très brièvement, l'oppression des femmes, un peu dans une perspective marxiste, mais c'est pas non plus extrêmement développé, mais il y a quelques bribes sur le sujet. Euh, donc lui, c'est plutôt quand même au 19e, 20e siècle que les revendications féministes commencent un peu plus à se structurer et qu'on parle de vagues féministes. J'y reviendrai juste après sur voilà, les différentes vagues qui ont été théorisées. Voilà, on pourra aussi en débattre, ça ne fait pas forcément consensus non plus. Voilà, différentes vagues de féminisme à différentes époques qui vont porter donc des revendications assez différentes. Donc ça va être voilà, le droit à l'éducation, le droit à l'accès au droit à la citoyenneté, au travail, etc. Et à l'évolution du rôle aussi des femmes dans la famille et au sein du couple. Donc voilà pour la vision un petit peu globale. Donc je voulais vous présenter quelques femmes un peu phares du siècle des Lumières. Voilà, parce que je trouvais ça intéressant aussi. C'est des figures qui sont pas forcément toutes très connues. Bon, certaines, beaucoup, hein, notamment, je pense à Mary Wollstonecraft qui est assez connue, Émilie du Châtelet aussi, mais les autres, ça l'est peut-être un peu moins. Donc peut-être vous donner quelques éléments biographiques sur ces femmes-là sans y passer trop de temps. Mais par exemple, on a Catherine McCauley, qui est une historienne, qui est aussi définie comme une féministe, même si en soi le terme au début n'était pas non plus extrêmement répandu, comme une activiste politique aussi. Donc c'est une femme qui se positionne beaucoup en faveur de la révolution américaine puis française aussi. Elle a publié des lettres et des mémoires autour de l'éducation, notamment les lettres d'éducation des filles. C'est des publications qui faisaient notamment scandale à l'époque. Donc voilà, c'est quand même une femme qui a beaucoup milité pour l'éducation des filles et des femmes. Émilie du Châtelet, donc qui était la compagne de Voltaire, mais qui n'était pas que ça. Voilà, on a tendance parfois à réduire les femmes à leur rôle de compagne, mais elles ne sont pas que ça. Elle était notamment physicienne, mathématicienne. Elle a traduit toutes les théories newtoniennes en français. Elle a permis de faire diffuser aussi l'œuvre de certains grands auteurs et de certains grands scientifiques. Donc voilà, assez intéressant. Donc ça, c'est pour globaliser un petit peu ces différentes actions. Encore une fois, je vais assez vite, hein, mais parce que il y a beaucoup de choses à dire. Mais on pourrait évidemment approfondir encore davantage sur l'intervention et l'action de ces figures-là. Françoise de Graffigny aussi, qui est une femme de lettres, voilà, qui était membre de la Société du bout du banc, qui a écrit de nombreux romans, par exemple Les Lettres péruviennes. Voilà, c'est un roman qui a connu enfin quand même un succès assez intéressant à sa parution à l'époque. Euh, et qui s'inspire un petit peu des lettres persanes. Voilà. Donc c'est dans cet ouvrage-là, elle pose un regard, une analyse sur la société française à l'époque. Donc c'est aussi assez intéressant. Mary Wollstonecraft, donc enfin je sais pas si c'est la plus connue d'entre elles, mais elle est quand même assez connue parce qu'elle a publié notamment des ouvrages pour défendre les droits des femmes. Notamment en réponse au rapport de Talleyrand à l'Assemblée constituante en 1791, donc assez intéressant aussi. Et voilà, elle défend aussi l'éducation des femmes, la place des femmes dans la société. Donc, euh, donc une figure assez intéressante et majeure de l'époque. Je termine par les deux dernières, donc Laura Bassi, qui est une mathématicienne et physicienne italienne, donc là plutôt une figure qui est enfin, italienne. Et elle, c'est la première femme à obtenir une chaire universitaire. Euh, donc, enfin voilà, parce que effectivement, les universités en Italie sont un peu moins fermées à l'admission des femmes que ça l'était en France à la même époque. Donc, même chose, c'était une femme qui a participé à la diffusion de pas mal de théories scientifiques. Un peu comme Émilie du Châtelet. Et la dernière figure que je voulais évoquer, c'était Louise d'Épinay.
donc qui était assez proche de Jean-Jacques Rousseau. Mais voilà, elle va finir par publier ses propres ouvrages, s'émanciper un petit peu de sa pensée aussi, qui n'était pas forcément non plus toujours favorable aux femmes, notamment quand on lit de l'Émile ou de l'éducation. Donc voilà, elle écrit aussi pas mal d'ouvrages, de romans et des sujets. Enfin, elle écrit aussi beaucoup. Enfin, c'était un peu le sujet phare à l'époque sur l'éducation des filles. Voilà pour cette petite présentation de femmes, de figures de femmes. Maintenant, si on revient sur ce que je disais tout à l'heure sur les différentes vagues du féminisme, donc on en compte quatre, même si la quatrième fait un peu débat. Mais en tout cas, les trois, c'est plutôt, enfin, ouais, c'est plutôt assez admis. Mais la quatrième fait un peu plus débat, on y reviendra et puis on pourra en discuter. Euh, donc la première vague au 19e, 20e siècle, donc là qui est plutôt une mobilisation autour du droit de vote, l'accès à l'éducation, à la citoyenneté. Donc c'est là notamment qu'on va retrouver tout le mouvement des suffragettes et les mobilisations du coup, comme je le disais, pour l'obtention du droit de vote. La deuxième vague qui se situe plutôt entre 1960 et 1980. Donc là, on est plutôt sur des mobilisations autour de l'obtention des droits reproductifs, de l'égalité professionnelle, de l'évolution du rôle de la femme dans le couple. La troisième vague qui est plutôt là en faveur des idéaux autour de la diversité. On voit émerger aussi la théorie de l'intersectionnalité, on pourra en discuter aussi. La défense des droits LGBTQIA+. Donc voilà, on est plutôt sur voilà, ce type de thématique-là. Et la quatrième vague, donc là, enfin, en tout cas, ceux qui défendent l'identification d'une quatrième vague la font démarrer à peu près au moment des mouvements MeToo. Enfin, ça commence plutôt par Ni Una Menos, mais en tout cas, le mouvement qui va ensuite MeToo et puis Balance ton port en France et qui est plutôt une vague qui va se concentrer sur la dénonciation des violences faites aux femmes des violences sexuelles, sexistes. Voilà. Bon, moi, je suis plutôt d'accord avec ça, même si je pense qu'effectivement, c'est loin d'être le seul combat qu'il faut mener. Mais en tout cas, dans l'actualité, par la circulation des idées sur les réseaux sociaux et des dénonciations et des différents procès, disons que ça me semble, enfin, moi, je suis plutôt en phase avec, enfin, je trouve que c'est cohérent avec ce qui a pu être avec les mouvements et puis les dénonciations, euh, la manière dont les femmes ont milité ces dernières années autour de ce sujet-là. Donc, si là, l'idée, c'est de revenir un peu plus en détail sur chaque vague. Et puis de pouvoir évoquer aussi quelques figures assez clés de ces différentes vagues-là. Bon, ben là, enfin, je pense que vous êtes quand même tous plutôt bien au fait du contexte. C'est vraiment un moment où les femmes militent pour obtenir le droit de vote. Je me suis focalisée sur la France et l'Angleterre, hein. Enfin, globalement, la présentation se focalise quand même beaucoup sur l'évolution de l'égalité femmes-hommes en France et en Europe. Mais évidemment, on pourrait, j'élargis un petit peu à ce qui peut se passer à l'étranger, mais c'est vrai qu'on pourrait aussi, enfin, on pourrait enrichir la présentation avec d'autres éléments venant de l'étranger. Ça, c'est aussi un axe que je développerai pour la deuxième présentation. Euh, mais oui, donc c'est un mouvement qui est centré surtout autour de l'obtention du droit de vote et de faire en sorte que les femmes soient plus présentes en politique. C'est vrai que les femmes se sont quand même mobilisées pendant la Révolution française, se sont mobilisées notamment pendant la Première Guerre mondiale et ça leur a pas forcément permis d'être reconnues comme citoyennes en part entière et notamment d'obtenir le droit de vote. Euh, et puis, il y a quand même eu un certain nombre de textes qui institutionnalisaient, enfin, notamment le Code civil qui institutionnalisait quand même l'infériorité de la femme. En tout cas, la femme était jugée comme, enfin, comme le statut d'une mineure, finalement, je me souviens plus exactement concrètement ce qui est écrit, mais effectivement, qui dépendait soit de ses parents, soit de sa famille, soit effectivement de son mari, à l'époque. Donc en termes de revendications, je l'ai dit, mais c'est vraiment centré autour du droit de vote, de l'égalité civique, aussi de l'accès à l'éducation, au marché du travail, et tout simplement d'avoir une citoyenneté, faire accès à une citoyenneté qui soit la même que celle des hommes. Euh,
Et enfin, en termes de figures majeures, il y en a trois que j'ai déjà citées, donc j'y reviendrai pas. Mais Olympe de Gouges, effectivement, qui est quand même une figure assez majeure. Mary Wollstonecraft ou encore Hubertine Auclair aussi, que j'ai cité en introduction autour de la notion de féminisme. Et la date clé un petit peu de cette phase, c'est 1944 où les femmes obtiennent le droit de vote en France. Voilà, donc qui est un peu l'aboutissement de ces combats-là. Je voulais revenir un petit peu sur le mouvement des suffragettes, donc là qui part plutôt d'Angleterre, et évoquer quelques dates clés. Donc en 1866, les femmes quand même commencent à se mobiliser de manière assez forte pour obtenir le droit de vote en Angleterre. Il y a même un dépôt qui est fait au Parlement anglais autour d'une pétition qui demande du coup à ce que les femmes obtiennent ce droit, mais c'est une pétition qui est refusée par par les députés. Euh, donc, ça va être sous l'impulsion de certaines femmes que cette pétition va être déposée, donc notamment Barbara Bodichon et Emily Davis. Euh, donc c'est des figures, enfin, deux figures dont moi enfin, j'en ai pas forcément beaucoup parlé, mais en tout cas, c'est elles qui ont initié, qui ont impulsé cette action-là. Euh, donc, il y a quand même pas mal d'actions militantes voilà, sur la période pour continuer à militer pour obtenir ce droit-là. Donc des manifestations, il y a des grèves de la faim aussi. En 1897, Millicent Fawcett, du coup, qui va fonder le National Union of Women Suffrage Societies, donc qui est voilà, un groupe qui a pour objectif de structurer l'action, de mener des actions pacifiques pour obtenir du coup ce droit et continuer à militer, donc avec des pétitions, l'organisation de conférences, la publication dans des journaux, etc. Donc c'est plutôt une organisation qui va être dans des actions plutôt pacifiques. Euh, Par contre, on a en 1903 la fondation par Emmeline Pankhurst du Women's Social and Political Union. Donc là, c'est un mouvement qui a pour devise des actes, pas des mots, et qui est dans une action un peu plus violente, notamment pour obtenir ce droit-là. Donc Emmeline Pankhurst, pour donner quelques mots sur elle, donc c'est une figure assez clé hein, du mouvement des suffragettes. C'est une femme qui s'est très tôt engagée pour l'égalité et qui effectivement a fondé ce mouvement qu'il a fait connaître. Mais c'est vrai que les actions de ce mouvement-là font un peu débat parce qu'effectivement c'est quand même beaucoup plus violent, des manifestations un petit peu plus violentes, voilà, des casses aussi. Donc nécessairement ça permet de faire bouger un peu les choses, mais ça choque aussi beaucoup à l'époque. Et c'est aussi ce qui va beaucoup lui être reproché d'avoir une action assez violente. Mais quoi qu'on en dise, en tout cas, elle a quand même contribué à faire avancer la cause. Et tout ça a permis donc bon, dans la Première Guerre mondiale, effectivement, les femmes sont participées à l'effort de guerre. En 1918, il y a une loi qui a été votée pour accorder le droit de vote aux femmes en Angleterre de plus de 30 ans possédant des biens ou remplissant certaines conditions. Donc là, le droit de vote, il n'est pas non plus, enfin, il n'est pas pour toutes. Que en 1928, du coup, qu'il sera ouvert à l'ensemble des femmes dès l'âge de 21 ans, donc enfin, au même titre que les hommes et sous les mêmes conditions. Voilà, vous avez des petites photos de ces deux dames. Enfin, il y a Bertine Auclair que j'ai mentionné tout à l'heure, juste à gauche de la slide. Alors, la deuxième vague, donc, comme je le disais en introduction, elle se situe entre les années 60 et 80. Euh, Mais elle va quand même s'accélérer en mai 68, hein. C'est quand même un événement qui va accélérer le développement des consciences politiques aussi, l'accentuation des combats pour l'égalité entre les femmes et les hommes. Et là, en termes de revendication, on est vraiment sur l'obtention des droits reproductifs, l'accès à la contraception, l'accès à l'avortement, la liberté à disposer de son corps. Après, on est toujours aussi sur des revendications autour de l'égalité salariale, autour de la libération sexuelle aussi. Et c'est à cette époque-là qu'on va quand même avoir des figures majeures et des ouvrages majeurs qui vont être publiés. Donc en France, Simone de Beauvoir avec le deuxième sexe, donc, qui est l'ouvrage en fait majeur, enfin selon moi autour du féminisme, qui est vraiment
qui est vraiment juste un livre exceptionnel. Et après, il y a d'autres figures, Betty Friedan, avec Féminine Mystique, donc c'est plutôt une anglaise. Kate Millett aussi, donc pareil, anglaise également. Ou américaine, donc Kate Millett, il me semble qu'elle est américaine. Voilà, avec Sexual Politics. Non, alors j'ai dit des bêtises, Betty Friedan et Kate Millett sont bien des américaines. Et c'est Germaine Grick qui est anglaise et qui va publier un ouvrage qui s'appelle, enfin, j'ose même pas le prononcer, donc je vous laisserai juste lire la slide parce que j'ai peur de très mal le prononcer. En France, on a quand même deux organisations féministes qui vont être créées à l'époque, et qui ont eu quand même un retentissement majeur. Donc le mouvement de libération des femmes déjà, donc de l'EMLF, par Antoinette Fouque, et le mouvement pour la liberté de l'avortement et de la contraception, ou le MLAC en fait, qui est un mouvement qui a énormément lutté pour, en fait, qui menait des avortements clandestins, hein, et qui luttait pour enfin, que l'avortement soit accessible et légal. Il y a notamment un super film dont je parle à la fin sur le MLAC que je vous recommande, mais on pourra en discuter juste après. Donc si je reviens un petit peu sur le MLF pour vous donner quelques mots sur ce mouvement-là, donc qui est né dans les années 70, en août 70 très exactement, donc fondé par Antoinette Fouque, comme je l'ai dit. Donc c'est un mouvement qui va plutôt avoir pour objectif de lutter de manière globale contre l'oppression des femmes, contre les inégalités. Et c'est vrai que c'est quand même ce mouvement-là qui a un petit peu porté des actions et qui a permis un peu de fédérer, même si par la suite c'est un mouvement qui s'est étiolé, mais qui a permis quand même la naissance de différentes formes de féminisme, de différents courants, de différentes visions. Et c'est quand même aussi un mouvement qui a mené des actions assez fortes et assez marquantes. Donc notamment, il y avait, enfin c'est ce mouvement-là qui a organisé le dépôt de la gerbe pour la femme du soldat inconnu, le manifeste des 343 aussi, qui a aussi participé ou en tout cas poussé, suivi autour du procès de Bobigny. Donc le procès de Bobigny, hein, ça date des années 1972, mais du coup je propose d'y revenir juste après puisque il y a une chronologie sur les différents événements clés du féminisme en France. Donc je pourrais en débattre, enfin en discuter, vous expliquer un petit peu plus le procès juste après. Si on part sur la troisième vague, donc là, c'est plutôt situé entre les années 1990 et les années 2000. Donc là, comme je le disais en introduction, c'est plutôt voilà, une vague qui va se concentrer sur la diversité des expériences, des oppressions, où on voit notamment voilà, cette idée d'intersectionnalité qui va émerger. Voilà, de prendre en compte les différentes réalités autour du féminisme et autour des femmes dans le monde. Donc, il s'agit, comme je l'ai mis dans cette slide, de penser le féminisme au croisement des différentes oppressions. Euh, on a plusieurs courants. On a tout ce qui est voilà, les féminismes dits noirs, donc qui va plutôt naître avec les mouvements des droits civiques aux États-Unis. Les féminismes qu'on va appeler post-coloniaux, et tout ce qui tourne autour des théories queer, de l'intersectionnalité, des études LGBT, etc. Donc on a quand même quelques figures majeures. Donc déjà Kimberly Crenshaw qui est celle qui a pour la première fois utilisé le terme intersectionnalité dans un article qui s'appelle Cartographie des marges, qui est une juriste et professeure de droit et qui du coup a analysé les différentes discriminations croisées. Donc quand on parle de discrimination croisée, c'est les discriminations liées au sexe, à la race et liées à la classe. Et qui était très investie dans le mouvement des droits civiques aux États-Unis. On a Chandra Talpad Mohanty, qui est là, est une sociologue indo-américaine et qui a plutôt travaillé sur les théories autour du post-colonial, enfin, les théories féministes post-coloniales. Et elle a notamment publié un essai qui est assez connu, Under Western Eyes, et en fait qui va plutôt essayer de décentraliser les théories féministes qui sont plutôt orientées, alors c'est sa théorie hein, que j'évoque, qui serait selon elle assez orientée pour les femmes occidentales et qui ne prendrait pas suffisamment en compte les femmes d'autres parties du monde. Donc elle a
beaucoup travaillé sur ces sujets-là. Judith Butler, qui est assez connue, donc qui a publié notamment Troubles dans le genre. Et elle, sa théorie donc, tourne évidemment autour du genre et de la déconstruction de cette notion-là, puisque selon elle, en fait, le genre émerge parce que elle parle de performance répétée, et c'est que cette répétition qui produit le genre, mais que du coup on peut aussi le troubler par différents types d'actions, notamment par exemple les pratiques de drag queen qui permet de troubler le genre. Donc voilà, il y a tout un ouvrage autour de cette théorie-là. Je voulais résumer de manière très succincte, hein, parce qu'évidemment c'est très synthétisé, mais c'est quand même un ouvrage qui a un retentissement assez fort à l'époque et même toujours aujourd'hui, je pense. Et ensuite, il y a Bell Hooks aussi dont je voulais parler, qui est moins connue, je trouve, qui est voilà, une intellectuelle, une écrivaine afro-américaine, et qui va plutôt parler aussi, voilà, qui est plutôt sur un féminisme post-colonial, qui écrit à propos d'être une femme noire, etc., ce que ça implique, ce que ça veut dire, voilà. Elle a aussi écrit de la poésie, voilà. Elle n'a pas écrit que des ouvrages de type essai. Il y a Angela Davis aussi que je voulais évoquer, donc là qui est une philosophe militante, donc américaine, figure assez majeure du mouvement des droits civiques aux États-Unis, qui est membre notamment du Black Panther Party, du Parti communiste aussi, et qui militait voilà contre toutes les formes de domination, pour l'abolition du système carcéral aussi, qui a notamment publié un livre autour de l'intersectionnalité. Je voulais faire un pour ou contre l'intersectionnalité pour ouvrir un peu le débat et en discuter peut-être à la fin de la présentation. Donc, donner voilà, quelle est la définition de l'intersectionnalité, les dates clés, et puis les arguments pour, les arguments contre, qui sont les principaux arguments pour et les principaux arguments contre qui sont avancés. Parce que c'est pas forcément un concept qui fait consensus et pas forcément à la GRS ou non plus, enfin surtout. Euh, donc l'intersectionnalité, c'est un concept, une théorie, voilà, dont l'objectif est de pouvoir mettre en lumière la diversité des expériences, des oppressions et des réalités autour du féminisme et des différentes orientations sexuelles. Donc voilà, d'avoir une approche comparative, race, classe et genre. Donc en termes de dates clés, donc ben, je ne vais pas rementionner les dates clés de la troisième vague dont je viens de parler. Il y a le terme qui a été en 1989, comme je l'ai dit, mis en avant par Kimberly Crenshaw. Et puis les principales contributrices, j'en ai parlé un petit peu, donc Kimberly Crenshaw, Gayatri Chakravorty Spivak, en espérant que je prononce bien, Judith Butler, Chandra Talpad Mohanty. Si on doit voilà, évoquer les principaux arguments pour et les principaux arguments contre, les arguments pour, c'est que c'est vrai que c'est une théorie qui permet de remettre le féminisme au croisement des oppressions et aussi de sortir de cette vision qui est parfois dénoncée, une vision assez occidentale du féminisme, alors que bon, les femmes d'autres parties du monde peuvent vivre et ont des réalités, et peuvent avoir des combats différents des nôtres, et que ça permettrait d'avoir une analyse un petit peu plus complète des différentes formes d'oppression et de ce que peuvent vivre les femmes à travers le monde. Les principaux arguments contre, bon, c'est que ça induit effectivement une complication des analyses en prenant en compte d'autres types de paramètres. C'est une notion qui peut être vue comme très théorique aussi, un peu clivante. Et puis, il y a la place de la classe aussi qui est beaucoup questionnée, enfin, qui est peut-être pas suffisamment prise en compte aussi dans les analyses. Donc voilà, ça c'est quelques arguments pour et contre, mais on pourra en débattre à la fin, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc sur la quatrième vague, donc comme je l'ai dit, ça fait pas forcément consensus, mais voilà, encore une fois, ça c'est un sujet dont on pourra discuter aussi. Donc c'est vrai qu'à partir des années 2010, on a quand même une multiplication des mouvements, des paroles qui vont dénoncer les violences des hommes envers les femmes, et notamment au travers des réseaux sociaux. Voilà, ça c'est vraiment le variable qui va un peu, enfin, qui va faire que la diffusion aussi de la parole va être un peu plus simple et beaucoup plus rapide. Donc c'est l'utilisation notamment des réseaux sociaux pour, ben, notamment dans le mouvement MeToo, Balance ton port, hein, où ça a été ni una menos, où ça a été quand même
voilà, majoritairement au travers des réseaux sociaux. Donc, on a plusieurs types de mouvements en fait. Enfin, la dénonciation des violences faites aux femmes, ça a commencé plutôt avec le mouvement Ni Una Menos en 2015, puis après dans le monde anglo-saxon avec MeToo, Balance ton port en France. Donc, c'est quand même une vague qui est dans la poursuite des précédentes, c'est-à-dire qu'on retrouve les revendications un peu entre guillemets classiques, mais voilà, autour de l'égalité professionnelle, de l'égalité salariale de la poursuite de l'éducation des femmes, de la représentation des femmes aussi en politique, de la parité. Parce que c'est à cette époque-là, bon, un petit peu plus avant, où on a toutes les lois autour de la parité, mais on y reviendra juste après. Mais voilà, là, ce qui va émerger et ce qui va, je pense, qui est quand même le cœur un peu de cette nouvelle vague, c'est la dénonciation des violences faites aux femmes. Et on a quand même quelques figures majeures, selon moi, de ce mouvement-là. Donc, on a Tarana Burke déjà, qui est une militante là plutôt afro-américaine et qui est celle qui a fondé le mouvement MeToo, donc qui date d'avant 2017 à 2017. C'est vraiment le moment où tout ça a pris une sacrée ampleur et une vraie diffusion sur les réseaux sociaux. Mais c'est un mouvement qui existait, qui a été lancé en 2006 et qui visait vraiment à soutenir les femmes victimes de violences sexuelles et notamment les femmes noires, enfin en tout cas afro-américaines. Après, il y a d'autres figures, là plutôt des figures françaises qui peuvent cliver, hein, mais je trouvais que c'était intéressant d'en parler aussi. Donc Adèle Haenel, qui est une actrice française, qui a dénoncé publiquement le harcèlement sexuel dans le cinéma. Voilà, juste une petite parenthèse, mais cette dénonciation des violences, elle se fait aussi voilà, au travers du milieu sportif, du milieu du cinéma, dans la vie quotidienne. Donc c'est vraiment, ça touche quand même un certain nombre de domaines, et notamment des figures qui étaient des figures assez phares de ces différents milieux-là. Bon, on y reviendra juste après. Donc Adèle Haenel, pour revenir sur elle, c'est voilà une femme qui va notamment enfin, qui milite contre les violences faites aux femmes et qui est notamment connue pour s'être opposée à l'obtention, il me semble que c'était un César de l'acteur dont j'ai oublié le nom, mais Roman Polanski, voilà. Le réalisateur, excusez-moi, pas l'acteur, mais le réalisateur Roman Polanski, voilà, qui est par ailleurs visé lui-même par des accusations de viol. Voilà, donc il est visé par des accusations, il me semble, aux États-Unis, si je dis, enfin, je sais plus trop où en est la situation. Je sais plus d'ailleurs si ça a été jugé. Bon, en tout cas, à cette époque-là. Virginie Despentes, donc qui est aussi une figure assez connue, assez clivante, qui est une écrivaine qui est connue pour ses nombreux romans, qui a un style d'écriture qui est assez particulier, assez radical. Pour ceux qui ont déjà lu ce qu'elle a écrit, je pense que vous comprendrez ce que je veux dire par là. Elle a sorti pas mal d'ouvrages, dont le premier, il me semble, ou un des premiers en tout cas, celui qui a un retentissement assez fort, qui s'appelle Baise-moi. Donc bon, déjà, ça vous donne une idée un peu du style. Il y a aussi King Kong Theory, qui est un manifeste féministe dont elle parle enfin, dans lequel elle parle de prostitution, des violences faites aux femmes, de sexualité, etc. Où elle défend enfin une certaine vision aussi de la prostitution qui est une vision différente de certaines féministes, notamment américaines, voilà, autour du sujet. Il y a Judith Godrèche, qui est aussi assez connue, qui est une actrice, qui aussi a porté plainte contre, enfin, parce qu'elle aurait subi des viols dans sa jeunesse par deux réalisateurs majeurs. Donc, et avec notamment sa série sur Arte, ça a fait quand même beaucoup parler. On a aussi Alice Coffin, donc là qui est plutôt connue pour ses théories autour du lesbianisme politique, qui est aussi une journaliste élue, militante LGBT, et qui a cofondé l'association de journalistes LGBT et la conférence européenne lesbienne. Elle est aussi engagée dans un collectif qui est assez connu qui s'appelle La Barbe, qui dénonce le fait que les femmes soient sous-représentées dans les cercles de pouvoir et en politique. Donc elle a notamment publié Le Génie lesbien en 2020, donc qui est un essai assez radical hein, et qui notamment prône le fait de ne plus regarder de films produits par les hommes, de ne plus lire de livres lus par les hommes, de ne plus écouter de la musique réalisée, chantée par des hommes. Donc ça a effectivement fait beaucoup parler et qui prône le lesbianisme politique aussi.
Voilà pour ces différentes figures-là. Je voulais revenir sur les différents courants, modes d'action du féminisme. Alors, c'est des catégories qui sont voilà, assez larges, hein, je ne sais pas si nécessairement il faut forcément faire partie d'un de ces types de féminisme. Bon, en tout cas, je trouvais ça intéressant de les évoquer. Donc il y a d'abord le féminisme dit libéral, donc là c'est plutôt un type de féminisme qui va militer pour des changements législatifs, pour mettre fin aux discriminations, il va considérer que l'action et les lois vont permettre d'obtenir l'égalité. Donc on a voilà en termes de figure phare, par exemple Simone de Beauvoir. Le féminisme radical, donc là qui un féminisme qui considère que la société patriarcale, enfin la société est patriarcale par essence et que tous nos rapports sociaux sont basés sur la domination des hommes sur les femmes et que du coup il faut mettre fin au patriarcat. Donc on a en termes de figure phare, Andrea Dworkin, qui est une féministe américaine, qui est assez intéressante et qui, en fait, elle, a travaillé beaucoup sur les questions autour de la prostitution et la pornographie au cours d'un mouvement de pensée, d'une réflexion féministe qu'on a appelé les sex wars aux États-Unis dans les années 80 de mémoire. Voilà, elle a publié notamment un ouvrage qui s'appelle Sexual Intercourse, où elle dénonce en fait l'impact de la pornographie dans les rapports entre les hommes et les femmes. Elle va aussi dénoncer voilà, les actes de domination masculins. Mais c'est vrai que sa théorie est beaucoup quand même basée sur la dénonciation de la pornographie, en tout cas de la pornographie que, comme on pourrait dire, mainstream. Parce que maintenant, il existe de la pornographie dite féministe. Voilà, on pourra en rediscuter de ces sujets-là si ça vous intéresse. Ensuite, on a le féminisme marxiste slash matérialiste. Donc là, c'est un féministe qui considère que c'est plutôt le capitalisme qui est à l'origine des inégalités et que ces inégalités-là vont s'incarner au travers de la division sexuelle du travail. Et là, en termes de figure phare, on a Christine Delphi, donc qui est quand même voilà, une féministe qui a beaucoup travaillé notamment sur la division sexuelle du travail, le travail domestique des femmes, ce que ça pouvait représenter, la répartition du travail domestique dans l'éducation des enfants, les tâches ménagères globalement. Euh, et le poids que ça pouvait avoir, le poids économique aussi. Par exemple, pour illustrer le sujet du poids économique, il y a donc c'est un rapport publié en 2015 du McKinsey Global Institute qui considère que le travail domestique représente 13% de l'économie mondiale. Donc on pourrait en débattre aussi, mais bon, voilà, en tout cas pour vous donner quelques éléments chiffrés. En tout cas, ce mouvement-là, il considère qu'il n'y a pas de différence naturelle entre les femmes et les hommes et que ces différences sont socialement construites pour justifier les inégalités, à la différence du féminisme dit différentialiste, donc qui est là un féministe qui considère qu'il y a des différences biologiques entre les femmes et les hommes, mais que du coup ça ne doit pas effectivement empêcher l'atteinte de l'égalité, mais que justement ces différences doivent être cultivées et qu'on peut soutenir donc l'égalité dans la différence. Voilà, et Antoinette Fouquin, je l'ai dit tout à l'heure, mais c'est celle qui a cofondé le mouvement de libération des femmes, donc le MLF. Elle a aussi été députée européenne. Voilà. Je voulais aussi du coup évoquer quelques figures de femmes un peu phares du féminisme dans le monde d'une époque un peu plus récente. Donc, je vais commencer par Simone de Beauvoir, très brièvement aussi, parce que là, j'en ai mis pas mal quand même des figures féministes. Bon, bah, Simone de Beauvoir, je ne sais même pas s'il faudrait vous la présenter. Voilà, avec l'ouvrage phare, Le deuxième sexe, qui est, voilà, pour moi, enfin, l'ouvrage, bon, il est souvent en deux tomes, hein, mais qui est vraiment l'ouvrage clé à lire absolument. Et qui et des analyses qui sont toujours aujourd'hui pour moi, enfin je trouve toujours valables aujourd'hui. Simone Veil, bon ben voilà, Simone Veil, elle est assez pareil, je sais pas si ça vaut le coup de vous la présenter, je pense que vous la connaissez tous très bien. Avec voilà, tous les combats autour de la légalisation de l'avortement, la loi Veil de 1975, première femme ministre de la Santé publique et de la population, députée européenne, voilà, donc figure vraiment, vraiment phare.
Il y a un film qui est sorti, je crois, l'année dernière sur sa vie qui est plutôt pas mal, ou même il y a peut-être plusieurs années, mais qui est plutôt bien. Gisèle Halimi, donc, qui est une avocate et militante féministe aussi assez connue, voilà, qui était l'avocate du procès de Bobigny, qui a aussi participé à la dépénalisation de l'avortement, enfin voilà, une action vraiment clé dans le combat. Je reparlerai un peu plus du procès de Bobigny juste après. Benoît Groult aussi, qui est une écrivaine, militante féministe, qui a écrit beaucoup d'ouvrages sur la condition des femmes, notamment Ainsi soit-elle, qui est, il me semble, un de ses plus connus. Christine Delphi, bon, j'en ai parlé, mais qui est surtout connue pour ses travaux autour du travail domestique des femmes. Et qui est aussi cofondatrice du MLF, hein, j'ai oublié de le mentionner. Alexandra Kollontai, donc là, qui est plutôt une figure russe, mais je trouvais ça intéressant d'introduire, de parler d'elle. Et ça aurait été intéressant de développer un petit peu plus sur cette figure-là et sur les combats féministes en Russie aussi, qui sont assez intéressants, mais bon, ce sera pour une prochaine fois. Donc voilà, c'est une figure phare, une révolutionnaire russe qui a aussi voilà, pas mal écrit, milité pour l'égalité. Louise Michel, bon, je sais pas si pareil, ça vaut le coup de la décrire, je pense que vous la connaissez tous très bien. Donc je me permets de passer. Angela Davis, j'en ai parlé un petit peu aussi, donc je ne vais pas redétailler. Et Anne-Cécile Malfer, que j'ai ajouté pour mettre un peu de plus récent dans cette cartographie, qui est une militante féministe, qui est la présidente de la Fondation des femmes, qui est très active sur ce sujet-là, qui, je trouve, a des interventions qui sont quand même intéressantes. Et la Fondation des femmes sort des rapports qui sont aussi assez intéressants. Les dates clés, alors bon, il y en a beaucoup. J'ai mis pas mal de dates. Donc, bon, 1405, la Cité des Dames de Christine de Pisan, je reviens pas dessus. La marche des femmes de Paris à Versailles, la publication de Nicolas de Condorcet qui défend du coup l'intégration des femmes et l'accès des femmes au droit de vote, Olympe de Gouges, quelque chose dont j'ai pas du tout parlé. Donc en 1792, donc il y a une loi qui met en place le mariage civil et autorise le divorce par consentement mutuel. Je le mentionne parce que du coup, ce sera supprimé juste après, donc en 1816, comme c'est indiqué dans la slide. Et ce que je vous disais tout à l'heure, du coup sur le code civil, donc le code civil déclare la femme incapable juridiquement. Voilà, ça c'est une manière un peu plus claire de le dire. Et du coup, elle est nécessairement placée sous la tutelle de ses parents et ensuite de son mari. Il y a la loi, voilà, une ordonnance en 1836 qui commence à organiser l'enseignement primaire pour les filles, donc on commence à avoir des premières lois autour de l'éducation. Flora Tristan aussi, que j'ai pas forcément évoqué dans cette cartographie, mais qui est une figure assez importante. La loi Fallou en 1850. Euh, voilà, la première femme qui obtient le baccalauréat en 1861. La première fois que le mot féminisme est utilisé en 1972. 1876, la fondation de l'association Le Droit des femmes par Hubertine Auclair, qui est journaliste, voilà, le premier congrès international des droits des femmes. Bon, pas mal de dates intéressantes. Il y a même 3 slides, voilà. Parce que Frédéric a gentiment rajouté des dates qui n'étaient pas dans mes dates clés, donc du coup ça nous a mis encore plus de dates, mais du coup ça permet d'avoir un bon panorama, voilà, et d'évoquer aussi des sujets qu'on n'a pas forcément évoqués, plutôt notamment sur voilà comment l'éducation des filles et des femmes s'est organisée, le statut de la femme dans la famille, etc. Euh, la loi Camissé en 1880, en 1884, le rétablissement du divorce. Bon, je passe les différentes dates. Peut-être la date de 19... si tu peux juste revenir en... Voilà, je voulais quand même mentionner en 1903 la première femme qui obtient le prix Nobel de physique, Marie Curie, sur ses travaux autour de la radioactivité. Donc ça, je trouve que c'est une date, enfin, voilà, je trouve très intéressante. Parce qu'effectivement, comme je l'ai dit en introduction, j'ai pas malheureusement mis de slides sur des figures de femmes scientifiques phares, mais je pense que c'est vraiment hyper intéressant et très important aussi.
de montrer que les femmes sont pas que, enfin, ne travaillent pas que sur les sujets autour du féminisme. Voilà, les différents bon, je pense on va passer, on vous enverra le support de toute façon, que vous puissiez regarder un peu plus en détail les dates. 1944, on en a parlé. La première femme ministre en 1947, voilà. Germaine Poinçon-Chaput, ministre de la Santé publique et de la Population. La deuxième sera Simone Veil. Du coup, j'ai dit une bêtise juste avant, parce que du coup, Simone Veil a été la deuxième et pas la première. En 1967, qui est quand même une loi importante, donc la femme peut travailler, et peut ouvrir un compte et signer des chèques sans l'autorisation de son mari, donc c'est quand même assez majeur, et c'est pas si vieux que ça. En 1967, la loi Neuwirth, donc là, qui permet l'accès à la contraception, donc pareil, c'est une date assez importante. Le procès de Bobigny en 1972, j'en ai parlé plusieurs fois, mais ce procès-là, c'est une dame qui est jugée du coup pour avoir avorté, donc qui est défendue notamment par Gisèle Halimi. Donc finalement, la, cette dame va être condamnée. Voilà, mais bon, c'était quand même un procès assez majeur à l'époque, notamment puisque c'était quand même, il y avait beaucoup d'actions autour de l'obtention du droit à l'avortement. En 1974, la création du secrétariat d'État à la condition féminine, donc ça c'est intéressant. 75, bon, la loi Veil. La journée internationale pour les droits des femmes, bon, ça on le célèbre toujours aujourd'hui. En 1980, Marguerite Yourcenar, qui est la première femme à entrer à l'Académie française, donc pareil, c'est pas si vieux quand même. Et du coup, je trouve ça, c'est à la fois, ça fait presque un petit peu peur de se dire que c'était pas si, c'est assez récent en réalité. La définition du viol et la reconnaissance du viol comme étant un crime. Donc je vous lis la définition. Tout acte de pénétration sexuelle de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui par violence, contrainte, menace ou surprise est un viol. Et ça permet aussi de faire un rebond sur les débats actuels autour de l'introduction de la notion de consentement. Euh, mais bon, j'en parle pas nécessairement dans la présentation, mais on pourra en discuter si ça vous intéresse à la fin. Merci. La première femme première ministre en 1991. En 1995, l'entrée de Marie Curie au Panthéon. Un premier, c'était Sophie Berthelot, mais qui était plutôt là pour être avec son époux et pas reconnue pour ses travaux. La loi sur la parité en politique dans les années 2000. La loi Sauvadet aussi en 2012, qui est assez intéressante, donc là qui fixe des objectifs d'égalité professionnelle au sein de la fonction publique. Euh, on a de nouvelles figures qui vont rentrer au Panthéon aussi en 2015, la publication du terme féminicide en 2014, l'entrée de Simone Veil au Panthéon, l'entrée de Joséphine Baker au Panthéon, la première ministre, enfin la deuxième femme première ministre, Elisabeth Borne, la première femme élue à la présidence de l'Assemblée nationale en 2022, donc Yael Braun-Pivet. Euh, Celui qui est intéressant aussi en 2023, la mairie de Saint-Ouen, qui est la première collectivité, a instauré le congé menstruel. Donc, pareil, ça fait rebond un petit peu à des sujets d'actualité. Et puis, le dernier, enfin, dernier, entre guillemets, événement majeur de cette chronologie, le procès Mazan, qui quand même, voilà, est un événement assez majeur de ces derniers mois. Donc voilà, je voulais revenir un petit peu sur le mouvement MeToo avant d'évoquer le procès Mazan. Donc je l'ai dit, je me répète pas, mais lancé en 2006 par Tarana Burke. C'est un mouvement qui va plutôt émerger partout dans le monde, mais d'abord avec le mouvement Ni Una Menos, donc plutôt en Amérique latine. Et comme je le dis, ça a un impact mondial dans de nombreux secteurs, donc le cinéma, le sport, en politique, au sein des entreprises, et quelques dates clés que je trouvais intéressantes à vous mettre en avant. Donc en 2015, ce qui fait émerger le mouvement en Amérique latine et notamment en Argentine, c'est le meurtre de Chara Paz. Donc, qui va engendrer les premières manifestations autour du mouvement Ni Una Menos, pas une de plus. Donc là, c'est vraiment autour de la lutte contre les féminicides, hein. En octobre 2017, l'affaire Weinstein, donc du nom du célèbre producteur américain, qui est dénoncé pour harcèlement sexuel, viol par de nombreuses femmes et qui va être condamné.
On a aussi toutes les accusations hein, du milliardaire Jeffrey Epstein en 2019, donc qui va être aussi condamné et qui s'est suicidé, enfin normalement, enfin a priori suicidé en prison, mais il y a des théories assez nébuleuses autour de tout ça. La publication en 2020 du livre Le consentement de Vanessa Springora. Donc là, on est plutôt sur une dénonciation effectivement de l'emprise dans le monde du cinéma ou dans le monde littéraire et dans une dénonciation aussi voilà, des relations d'hommes âgés avec des femmes enfin, des jeunes filles. Le consentement, c'est surtout autour de la dénonciation de l'emprise de l'écrivain Gabriel Matzneff sur Vanessa Springora, du coup, quand qu'elle avait 13, 14, 15 ans. Il y a eu aussi un autre livre, la même année, Un si long silence de la patineuse Sarah Abitbol, donc pareil, qui va dénoncer voilà, les actes et les viols de son entraîneur. Voilà, quand elle était patineuse de haut niveau. Voilà. Ensuite, bon, l'affaire de Pardieu aussi, où il est dénoncé par de nombreuses femmes pour voilà, ses dérives et ses agressions sexuelles, voire accusé de viol par certaines femmes. Voilà, la fameuse cérémonie des Césars dont je parlais tout à l'heure en 2023 avec Adèle Hanel qui se lève. Et puis la publication par Virginie Despentes, On se lève et on se casse, de l'article On se lève et on se casse, qui a eu quand même un retentissement assez majeur aussi. Et en 2024, j'en parlais, donc l'actrice Judith Godrèche qui va du coup porter plainte contre Jacques Douillon notamment et Benoît Jacot. Voilà, dont elle les accuse de viol et violence quand elle était mineure. Si on passe à la slide d'après, donc là plutôt sur le procès Mazin et selon moi ce que ça implique aussi, enfin en tout cas ce que ça met en lumière comme défi autour du féminisme. Donc les viols de Mazin ou le procès Pellicot. Donc c'est Dominique Pellicot et 50 autres personnes qui sont jugées pour des viols commis sur la personne de Gisèle Pellicot alors qu'elle était droguée par son mari, donc soumission chimique. 50 co-accusés, mais dans les fichiers retrouvés, il y a davantage d'hommes différents, mais en tout cas, un certain nombre d'entre eux n'ont pas pu être identifiés. Donc ça date de septembre, décembre à peu près de l'année dernière. Et Dominique Pellicot est condamné à la peine maximale, donc 20 ans de prison. Et après, sur les condamnations des co-accusés, ça varie de 3 à 15 ans en fonction des cas. Et c'est un procès qui a eu un fort retentissement. Bon, ben déjà pour le phénomène, enfin, ce qui s'est passé, voilà, ça semble assez ahurissant. Et aussi parce que c'était un procès qui était ouvert au public. Voilà, donc qui était quand même ce qui a permis ouais, de rendre les éléments publics et aussi qui a contribué un peu au retentissement de tout ça. Selon moi, les implications de ce procès, c'est que ça remet quand même en lumière les violences faites aux femmes et les violences faites aux femmes aussi par soumission chimique. Donc de la mise en lumière de tous ces sujets-là, de la violence chimique. Voilà, c'est un peu concomitant à toutes les affaires autour de, voilà, de la soumission chimique dans les lieux publics, avec le GHB notamment. Enfin, en tout cas, voilà, ça remet en lumière ces sujets-là et c'est quand même ça a une forte résonance avec MeToo, dans le sens où c'est de la dénonciation des violences faites aux femmes, violences sexuelles. Mais c'est vrai que du coup, je mettrais tout ça un peu dans la quatrième vague parce que pour moi, il y a quand même des dynamiques et des combats qui sont assez proches. Frédéric, merci, on en arrive bientôt à la fin. Donc, les droits des femmes menacées. Voilà, il y a cette citation de Simone de Beauvoir que je trouvais, qu'on ressort beaucoup, mais que je trouve assez intéressante. Bon, ben, les luttes, elles sont loin d'être terminées. Il y a encore pas mal de défis à le relever pour obtenir l'égalité entre les femmes et les hommes. Voilà, il faut continuer à lutter contre les violences sexistes et sexuelles. Les inégalités salariales qui perdurent quand même assez fortement. C'est un combat dont on parle peut-être un peu moins en ce moment, mais qui me semble vraiment, vraiment essentiel. L'accès aussi voilà, aux moyens de garde, qui sont quand même des éléments essentiels pour permettre aux femmes de travailler et de s'organiser correctement.
et voilà toute la montée du masculinisme, notamment sur les réseaux sociaux qui quand même permettent de propager ces théories-là de manière assez rapide et ça s'est illustré par la commission d'enquête la récente autour de TikTok et de certains profils masculins qui propagent au travers de leurs vidéos, de leurs propos, une vision de la femme, une vision de la sexualité voilà, assez dingue, voilà, pour utiliser un terme pas trop qui reste poli. Et je voulais aussi vous parler d'un ouvrage que moi j'ai beaucoup aimé, de Vera Nikolsky, qui est sorti il y a pas très longtemps, je crois il y a un an ou deux. Euh, et enfin, on pourrait discuter un peu plus de ces théories, mais je voulais quand même me concentrer sur voilà, les défis elle identifie autour des droits des femmes. Elle considère que le dérèglement climatique, du coup, est le principal défi qui menace les droits des femmes, puisque du coup, ça met en péril la pérennisation de toutes les améliorations technologiques, médicales, qui ont permis aux femmes de s'émanciper, puisque elle, sa théorie, c'est de dire que ce n'est pas les combats féministes, qu'on soit d'accord ou pas, mais en tout cas, c'est une théorie qui peut être intéressante. Euh, elle défend que ce sont pas les combats féministes qui ont permis aux femmes d'obtenir des droits, mais c'est plutôt les évolutions et les améliorations technologiques et médicales, voilà, qui ont permis donc l'émancipation des femmes, médicalement avec la baisse de la mortalité infantile aussi, qui permet aux femmes d'être moins souvent enceintes et de ne plus les assigner à un rôle pur de procréation. La scolarisation aussi, qui a permis aux femmes de se décharger d'une partie du travail d'éducation. Euh, et on a aussi tout ce qui est les améliorations technologiques qui ont permis aussi de réduire la différence de productivité entre les femmes et les hommes sur certains métiers qui pouvaient être très manuels à l'époque. Donc c'est un ouvrage qui est assez intéressant, bien construit, il y a beaucoup de choses qui se publient sur le féminisme depuis plusieurs années, beaucoup de choses qui sont pas très théorisées, qui sont pas très chiffrées, bon voilà. Ce livre-là, il va un peu à l'encontre des théories classiques, donc c'est aussi intéressant pour confronter les points de vue. Et je trouve qu'elle dit des choses qui sont vraiment intéressantes. Donc, je vous conseille de le lire. Pour terminer, je voulais vous conseiller alors c'est pas exhaustif, mais quelques films, podcasts et ouvrages que moi j'ai beaucoup aimés. Donc le film Annie Colère, c'est sur Autour du Lac, qui est un très bon film. Et le film de Simone Veil aussi sur Simone Veil, qui est intéressant. Après, podcast assez classique, Les couilles sur la table, La poudre, mais il y a des choses intéressantes aussi qui sont faites sur France Culture. J'ai plus de représentation en termes d'ouvrage parce que je lis beaucoup plus que ce que je regarde de films et ce que j'écoute de podcasts. Mais en tout cas, ce que je voulais vous conseiller, bon, bah, le deuxième sexe, j'en ai assez parlé. King Kong Theory, qui est quand même un ouvrage à lire, je trouve, parce que c'est intéressant pour la confrontation des points de vue, notamment sur la prostitution. Moi, je suis pas du tout d'accord avec ce qu'elle dit, mais bon, et son style, je suis pas non plus une grande fan, mais je trouve que c'est quand même intéressant. Une chambre à soi de Virginia Woolf, donc j'ai pas vraiment évoqué, mais pareil, figure anglaise, vraiment majeure, et c'est un livre qui se lit bien. Féminicide de Vera Nikolsky que je viens d'évoquer. Vivre avec les hommes de Manon Garcia, qui est un livre qui a été publié il y a peu de temps autour du procès Mazan, puisque du coup c'est une journaliste et voilà, et c'est aussi elle est aussi journaliste et professeure et du coup elle donne voilà, elle analyse certains éléments du procès et de l'histoire. Nos pères, nos frères, nos amis de Mathieu Palin, qui est un livre qui moi m'a fait un peu froid dans le dos. C'est un journaliste qui suit des hommes qui ont été condamnés pour violence envers leurs conjointes ou envers les femmes et qui doivent suivre notamment, je ne sais pas si c'est le terme formation est adéquat, mais voilà, une formation ou une sensibilisation autour des violences faites aux femmes. Et du coup, il suit ces profils-là et voilà, il explique comment ça se passe. Il y a des témoignages aussi. Donc c'est vraiment un livre qui m'a fait froid dans le dos et je me suis dit on était très loin de la prise de conscience, mais qui permet aussi d'avoir une réflexion sur les violences faites aux femmes. L'amour et les forêts d'Éric Reinhardt, là c'est plutôt un roman. Il est sorti un livre, un film aussi, mais le livre est vraiment très bon. Et là c'est plutôt un livre autour de la violence psychologique.
Donc un livre assez dur mais magnifique. Des hommes justes d'Ivan Jablonka, donc c'est un homme qui donne son point de vue sur le féminisme, donc intéressant. La révolution féministe d'Aurore Koechlin, donc qui détaille un petit peu plus les notions de première, deuxième, troisième vague, de différents courants féministes, qui est assez, je trouve, plutôt intéressant. Et elle a publié aussi La norme gynécologique, donc là qui est un ouvrage plutôt autour de la manière dont la médecine traite les femmes, et c'est assez intéressant, c'est beaucoup de témoignages. Les œuvres des sœurs Brontë, voilà, parce que je pense qu'il faut pas juste faut recommander des œuvres sur voilà, des œuvres sur le féministe écrites par des féministes, mais il y a aussi dans la littérature beaucoup de choses, des romans magnifiques écrits par des femmes. La vie secrète des gènes. Donc là, Evelyn Heyer, qui est une scientifique qui travaille sur bah, du coup les gènes, expliquer la différence entre les couleurs de peau, et qui déconstruit tous les mythes en fait autour du racisme. Donc rien à voir avec le féminisme, et je trouvais ça intéressant de vous parler d'un ouvrage que j'ai trouvé génial d'une femme, d'une scientifique, Marie Curie à la plage aussi, de Marco Zito, qui voilà, évoque la théorie et les travaux de Marie Curie, et de sa fille aussi. Donc ça aussi extrêmement intéressant. Voilà, j'ai beaucoup aimé. Donc voilà, quelques ouvrages que je vous conseille. Et puis, bah, c'est à peu près tout pour moi. Je pense que c'est pas mal déjà, ça en a fait quasiment une heure.